Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler d'éducation. Là, vous allez vous dire, attends, là, il y a quelques semaines, il me semble que tu as déjà parlé d'éducation. Absolument. Sauf que la dernière fois, on recevait Francis Côté, on a parlé d'éducation dans le sens avec un grand E. Aujourd'hui, on va parler plutôt du métier d'enseignant. Qu'est-ce qui se passe dans la classe? C'est quoi la pédagogie? Comment on peut adapter tout ça? Parce que c'est un enjeu important. On sait, on a eu des grèves, entre autres dans le milieu de l'éducation, pour les enjeux, oui, salariales, mais aussi de pédagogie. On ne tombera pas dans le politique aujourd'hui, mais on va essayer plutôt de comprendre c'est quoi la vie d'un enseignant. Et pour ça, bien sûr, j'ai un enseignant avec moi. J'ai Sébastien Roy, enseignant en mathématiques au secondaire. Salut Pierre. Salut, ça va bien? Très bien, toi? Oui, tu enseignes à quelle école? Hein? Polyvalente de Normandin. Oh, Normandin? Oui. OK, fait que je connais bien ton directeur. Je connais bien mon directeur aussi. C'est parfait. Oui. Sébastien, ça fait combien d'années que tu enseignes, toi? J'enseigne depuis 14 ans maintenant. OK. Donc, commencé sur le tard. J'ai enseigné dans 3 centres de services, commission scolaire à l'époque. Ouais. J'ai enseigné dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 écoles différentes. 7 écoles différentes. Tous les niveaux du secondaire, un peu de primaire, dans des milieux éloignés, milieux urbains. OK. Voilà. Fait que tu en as vu pas mal. Un petit peu. Ouais. Et ces 14 années-là, mettons que tu repenses à Sébastien il y a 14 ans, l'évolution de toi comme enseignant, comment ça s'est passé? Après ça, on va parler plus de la classe. Mais toi, comment tu te perçois le Sébastien il y a 14 ans, là? Quel conseil t'aurais donné? Quel conseil que j'aurais donné? De marcher exactement où est-ce qu'il pense qu'il faut qu'il marche. OK. Parce que j'ai évolué pendant ces 14 années-là, J'espère. Mais, je veux dire, j'ai jamais senti que j'étais à côté de la traque. Puis chaque erreur que j'ai faite m'a amené à améliorer des choses. Puis ces choses-là que j'améliore, je suis encore en train de les améliorer, puis je vais encore faire des erreurs. Puis je vais encore devenir, d'après moi, meilleur avec le temps. Mais si je ne les avais pas faites, ces erreurs-là, au départ, je ne serais pas rendu où je suis là aujourd'hui. Ouais. Puis ça a été une évolution. Peut-être qu'au début, je voulais être bon pour tout le monde. À un moment donné, j'ai un petit peu déchanté en ce sens que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être bon pour tout le monde. Je pouvais être bon pour certains, excellent pour d'autres, moins bon pour d'autres élèves. Parce que on travaille avec des humains, puis quelque part, il y a de la... On est des humains aussi. Oui, on travaille avec des humains, on est des humains, puis il y a de la personnalité là-dedans. Mm-hmm. Et parfois, juste à cause d'une facette de notre personnalité, pour un certain élève, on le déstabilise ou c'est plus difficile pour lui de connecter avec nous, et aussi à l'inverse, pour nous de connecter avec lui. Ce qui fait que, au début, moi, ça me dérangeait. Puis là, maintenant, je le comprends, puis des fois, je vois des élèves, je fais comme toi, tu serais mieux dans la classe de mon collègue. OK. Puis des fois, je vois des élèves dans la classe de mon collègue, je fais toi, tu serais mieux avec moi. Ouais. Parce qu'on finit par les reconnaître, ces élèves-là avec qui que notre approche leur parle plus, puis d'autres que notre approche leur parle moins. Oui. Ouais. Et là, on parle de ton évolution, puis la classe, comment elle a évolué en 14 ans? Mettons, si tu penses à tes premières cohortes, là, puis qu'aujourd'hui, c'est quoi les grandes différences? Ou les grandes ressemblances? Là? Oui. J'ai commencé, pendant que j'étais encore à l'université, dans une école privée à Québec, où est-ce que j'avais des classes très élitiques, des gens qui, des fois, souvent même des classes que on se faisait regarder de très haut, ce qui fait que c'était spécial. Ensuite, je me suis exilé à Havre-Saint-Pierre. Donc là, j'étais dans un milieu très fermé, où est-ce que là, la proximité avec les élèves était quand même là. Puis, il y avait une réalité régionale qui était totalement différente du milieu urbain d'où je venais, parce que j'avais fait ma fin de parcours secondaire à Québec, j'avais fait mon cégep à Québec, j'avais travaillé à Québec avant de retourner à l'université. Donc là, je vivais un dépaysement total, mais au point de vue de la culture des gens, je m'approchais de la culture, on pourrait dire la culture cayenne, là, les Acadiens de Havre-Saint-Pierre, avec toute cette dimension-là très familiale dans l'école qu'on ne vivait pas
à Québec. Ensuite, je me suis exilé encore plus loin sur la Basse-Côte-Nord avec des groupes de 2 ou 3 élèves ou de 7 élèves sur 4 niveaux différents parce qu'il y avait 21 élèves dans l'école. Ce qui fait que je ne pourrais pas dire la classe, c'était quoi là-bas. C'était un autre monde. Où est-ce que j'ai exploré tout? C'était très personnalisé. J'ai donné des cours d'éthique et culture religieuse à des élèves qui avaient été secondaire 1, secondaire 2 et secondaire 4 dans la même classe. OK. Je l'ai fait au primaire aussi. J'ai fait de l'éducation physique à tout le secondaire. Il fallait s'adapter un peu à tout le monde, puis faire attention à ce que mon grand Jack de secondaire 5 ne fonce pas dans la petite secondaire 1. Tellement, hein? Non, mais c'est des choses comme ça. Donc, quand je suis arrivé ici, bien là, je l'ai quand même vu changer, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis dans la région. J'ai retrouvé, mettons, au début à Normandin, le côté familial qu'il y avait à Havre-Saint-Pierre. J'ai adoré ça. Pour ça, je suis allé à Saint-Félicien. Là, il y a le petit côté familial dans l'école. C'était juste assez gros pour que ça ait disparu. OK. La petite différence, là. Oui, oui. Où est-ce qu'il y avait peut-être je ne sais pas si c'était l'apport des programmes particuliers, mais le côté familial qu'on sentait à Normandin, on ne le sentait plus à Saint-Félicien. Il y avait d'autres choses. C'était d'autres dynamiques. Puis, progressivement, ce que j'ai vu, c'est que l'écart entre ceux que ça va bien et ceux que c'est plus difficile s'écarte d'année en année. OK. Quand j'étais à l'école, on apprenait en statistique la fameuse courbe normale. Ouais. Autour de la moyenne, la plupart des gens sont là, puis dans les extrémités, il n'y a pas de monde. Ça n'existe plus dans nos classes. C'est comme des bosses de chameau. On a des traits très forts, un pic aux alentours, là, on pourrait dire aux alentours de 80. Ensuite, on a un creux, puis on commence à avoir un autre pic dans le coin du 40 %. Ça s'écarte d'année en année, ça s'écarte de plus en plus. C'est quoi qui cause ça, selon toi? Ah, mon Dieu. D'après moi, c'est ça, il y a le côté, avec l'arrivée du renouveau pédagogique, faire passer les élèves quasiment automatique, le moins besoin de se... Tu sais, c'était pas grave si l'élève n'avait pas réussi les objectifs de l'année suivante, fait qu'on l'amenait, ce qui fait que l'élève qui a des objectifs à apprendre, mettons, je veux dire, de secondaire 3, mais qui ne possède pas les acquis de secondaire 2, ni les acquis de secondaire 1 pour les apprendre. Part tout le temps avec une prise, puis l'année d'après avec 2 prises, oui. 3 prises. Puis, j'ai la chance ou la malchance d'être dans une discipline où est-ce que, à chaque année, tu t'appuies sur les apprentissages de l'année précédente. Contrairement à quand j'étais à Tête-à-la-Baleine, sur la Basse-Côte-Nord, j'enseignais les sciences. Il y avait des programmes de sciences qu'on faisait une année sur 2 à tout le monde. OK. Au secondaire 3-4, on faisait le programme de 3. Là, on était souvent, on faisait le programme de 4. Et là, dans lequel on le voyait, c'était moins important. Il y avait quelques petites notions qu'il fallait faire du rattrapage, mais c'était plus les connaissances qu'on avait à apprendre là-dedans, bien, c'était celle-là, puis il n'était pas préalable nécessairement à l'autre. Ce qui fait que c'était totalement arbitraire l'ordre dans lequel on les voyait. Alors qu'en mathématiques, bien, si tu apprends tes fractions en secondaire 1, puis les opérations sur les fractions, bien, l'année suivante, quand tu fais de l'algèbre, tu utilises des fractions avec de l'algèbre, bien, si le concept de base de fraction, tu ne l'as pas vu avant, bien, tu ne seras pas plus capable de le faire avec de l'algèbre. Ouais. Puis après ça, bien, quand tu l'utilises dans une fonction en secondaire 3, bien, ton programme, ton truc de fraction que tu n'as pas compris, puis tu n'as pas compris plus en algèbre, puis là, tu le mets dans des fonctions en secondaire. Tu ne le comprends pas encore. Ouais, non. Ce qui fait que dans cette discipline-là, le fait d'arriver avec un bagage qui est insuffisant, bien, ça fait que ça nuit automatiquement. Puis là, bien, la montagne pour l'élève devient de plus en plus grosse. C'est comme un banc de neige. Je veux dire, si on pèle pas, il va grossir, il va durcir, puis il rentre de la neige, il va s'en rajouter par-dessus. La montagne devient dure. Puis si tu veux dégager l'entrée au complet, bien, t'es plus capable. Un moment donné, tu fais comme... T'attends que ça fonde. On va attendre au printemps, on va attendre que ça fonde. Puis là, bien, ça crée des dynamiques de classe avec des gens qui sont là, puis nourris-moi. Et d'autres qui sont topeux, ça va trop vite. Ouais. Donc, des fois, j'ai l'impression de donner des cours de plongeon à des gens qui ne savent pas nager. Ouais. Qui ont besoin d'un ballon, puis d'autres qui auraient besoin d'apprendre à faire le périlleux arrière dans le même groupe. Puis là, tu fais comme... C'est ça qui a changé le plus, je trouve. Cet écart-là qui s'agrandit chaque année. Puis, je dirais,
Ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie, où est-ce qu'ils ont dit à tout le monde, vous allez au niveau suivant si vous êtes en réussite à la 2e étape. Puis le reste, c'était optionnel. Qui est-ce qui en a tiré profit du optionnel avec une classe en ligne où ce que tout le monde était sur mute, tout le monde pouvait entendre la matière, et ceux qui avaient des questions à poser, il y avait juste à cliquer sur quelque chose pour que la main lève. Je donnais la parole, personne ne l'interrompait parce que personne n'avait le bâton pour parler. Mais oui. Puis, ça fait que ces élèves-là qui voulaient apprendre en ont tiré profit de façon extraordinaire, ils ont progressé, alors que ceux qui voulaient rien savoir, ou ceux qui se sentaient moins interpellés parce qu'on avait à leur montrer, parce qu'il y a ça aussi, là, je veux dire, on s'entend pour dire, j'enseigne les mathématiques, là, ça ne plaît pas à tout le monde, puis c'est normal. Je veux dire, c'est pas... J'ai pas la prétention d'avoir la matière la plus agréable et séduisante de la planète, là, mais... je veux dire, c'est ça. Les élèves... Ça dépend de tes intérêts. Oui, mais c'est ça. Mais ceux qui voulaient en profiter en ont profité davantage. Mais c'est d'expliquer aussi l'importance de la matière, tu sais. Parce que moi, je vis ça aussi en sciences politiques, là. La majorité n'ont rien à foutre, mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre que la politique, ça va s'occuper de leur vie, qui aiment ou qui n'aiment pas ça. Donc, d'en comprendre un peu plus, ça ne le nuira jamais, en fait. Là. En effet. Comme avoir des outils mathématiques, là, je veux dire, c'est la base, là, on le sait. Là. Calculer, compter, comparer, bref, les statistiques, les sondages, il y en a partout. Là. Oui, ça nous aide à comprendre toutes sortes d'affaires qui nous entourent. En même temps, c'est rare que je connais personne qui est allé faire qui est allé trouver les zéros d'une fonction quadratique dans le courant de sa vie quotidienne. Là. Je sais même pas c'est quoi. Non, mais c'est ça. tu comprends qu'il y a des notions qu'on voit avec nos élèves, que ces notions-là précises, avec les termes qu'on utilise, ne seront jamais réinvesties telles quelles dans la vraie vie, alors que parfois, c'est juste que « Ah ouais, c'est ce que je suis en train de faire dans le quotidien dans le quotidien au travail de plusieurs personnes. » Je veux dire, tous ceux qui utilisent des tableaux Excel dans leur quotidien utilisent les notions de fonctions que tu apprends en 3e et 4e secondaire, avec les f de x puis tout ça, mais les gens font... Je n'utilise pas ça, des fonctions, je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je ne fais pas de maths dans ma vie, mais non, mais ils en programment à tous les jours dans le cadre de leur travail. Ce qui fait que, oui, on apprend des concepts, ils portent des noms, souvent dans la vie réelle ou selon le domaine, le même concept va porter un autre nom. Puis, ce qui fait que ça donne l'impression aux gens qu'on ne les réutilise pas, qu'on ne les réinvestit pas. Puis, pour certains concepts, plusieurs personnes ne les réinvestiront jamais, mais pour d'autres concepts, ben, c'est quasiment au quotidien pour d'autres. Dans ta classe, là, tu t'en parles, puis nous autres, on le vit aussi, peut-être moins au cégep, là, parce que je pense que ça s'épure aussi là, entre le secondaire et le cégep. Épurer, probablement pas le bon terme à utiliser ici, mais bon, c'est le premier qui m'est venu. Ce serait quoi ta solution, toi? Qu'est-ce que tu aimerais dans ta classe pour que ça soit, que ta pédagogie soit optimale, en fait, que tu sais, pour pas en laisser tomber? Parce qu'à quelque part, ceux qui en prendraient plus, des fois, tu n'es pas capable de leur en donner plus, fait qu'à quelque part, tu les laisses un peu tomber. Puis ceux qui ont plus de misère, des fois, tu n'es pas capable de toujours les rattraper parce qu'il faut que tu t'occupes des autres. Fait que ça serait quoi pour toi la meilleure solution dans une classe pour nous aider vous aider, je dis nous parce que je suis enseignant aussi, là, à ce que la pédagogie soit optimale? En fait? Bien, moi, je verrais dans un monde idéal. Oui, on rêve, on vit en utopie. Oui. OK? Mais en utopie, je refais mon classement différemment. Je refais mon classement, quitte à avoir, et là, je vais peut-être dire des sacrilèges, quitte à avoir une classe de 40 avec des élèves qui vont bien, OK? Qui veulent être nourris, puis qui n'ont pas besoin de beaucoup de suivi. OK? Puis eux autres, il y aurait un programme qui pourrait aller jusqu'à, mettons, cette hauteur-là. Ouais. OK? Puis ça, c'est le programme qu'ils ont besoin de suivre. Puis, pour, mettons, je ne sais pas, pour réussir un diplôme d'études secondaires qui t'amène vers le cégep. Et peut-être que pour ceux que le côté théorique des choses... plus difficile, puis ça ne leur parle pas. Puis, bien, il y aurait le diplôme d'études secondaires suffisant, OK, qui irait jusque-là. Puis eux autres seraient tous dans le même groupe, OK? Puis là, bien, eux autres, je pourrais les amener moins loin, OK? Mais mieux. Oui, c'est ça, ils se rendraient. Moins loin, mais mieux. Puis là, bien,
au lieu de les perdre avec des notions que, pour eux autres, c'est comme, ça veut absolument rien dire, ça ne voudra jamais, absolument rien dire, jamais, au moins, je pourrais les amener sur les notions sur des raisonnements qui vont avoir à faire, sur des déductions qui vont avoir à faire, sur toutes des sortes de notions qui pourraient leur être utiles sans aller dans le... Mieux les outiller Oui. à savoir, en fait, avoir moins d'outils, mais à savoir mieux les utiliser. Exactement, Ouais. exactement. Des parcours, je dirais des parcours adaptés, des parcours personnalisés. Puis ensuite, ben, dans l'autre classe, ce serait justement mes pauvres petits qui n'ont pas encore atteint ils n'ont pas encore compris les notions du primaire. Où est-ce que je pourrais faire avec eux des maths de primaire sans avoir des cahiers de Kalinours, là? Parce que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, si je ressors les cahiers de 4e année à des élèves de secondaire 1, puis que tu vois, tu vois les petites voitures qui ont des yeux dedans, ben peut-être que c'est ça. Juste parler des notions et des concepts pour les rafraîchir, puis au moins qu'ils les maîtrisent avant de commencer à monter l'autre marche. Exactement. Tu sais, je veux dire, puis peut-être qu'à un moment donné, ben, quand on commence à comprendre, puis on débloque, parce que souvent c'est ce qui arrive, tu comprends un concept, ben mon Dieu, là, tout le reste, après ça, on peut le faire débouler. Puis souvent, j'explique ça à mes élèves en mathématiques, c'est des plateaux. Là. Je dis, on comprend pas. Pouf, on comprend la petite notion qui bloquait. Là, puis là, on comprend tout jusqu'à temps qu'on au prochain mur. Là. Mais c'est ça, tout d'un coup, tout déballe. Puis j'étais à l'université, puis c'était encore comme ça. Des fois, je rushais sur des problèmes à l'université, puis tout d'un coup, c'est juste ça. Puis là, ouf, ça partait. Puis là, on commençait, on débloquait. Mais c'est ça, pouvoir justement placer mes élèves. Ça, en utopie, c'est comme ça que ma pédagogie serait la meilleure. Et est-ce que tu penses que ça créerait comme différentes vitesses d'éducation? Tu sais, on en parle souvent, là, de l'éducation en 3 vitesses. Là. Oui, ça créerait différentes vitesses d'éducation. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse. Ouais. OK? Puis dans ce sens-là, un système si c'était 3 vitesses dans ce sens-là, un système à 3 vitesses pourrait même en avoir 5 des vitesses. Ouais, pour avoir des vitesses adaptées. Parce que là, les vitesses seraient en fonction du niveau et de la pédagogie utilisée, plutôt qu'en fonction, des fois, du statut financier ou social. Exactement. Ouais, puis c'est ça, en ce sens que, à un moment donné, je veux dire, au niveau des apprentissages, c'est comme dans le sport. Il y en a qu'on leur fait faire un nouveau sport qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. On leur donne une première fois qu'on met la raquette de badminton dans la main des jeunes. Clairement, t'en as 5-6 que ça va leur prendre... qui vont déjà développer une habileté, vont savoir comment bouger sur le terrain instinctivement. C'est pareil dans les apprentissages. Il y en a que tu leur mets des notions, ils comprennent ça. Je veux dire, j'ai des élèves en secondaire 1. J'en ai un qui est tombé sur mes notes de cours de secondaire 3. Puis il a commencé à faire des problèmes à côté. Puis si je le mettais dans mon groupe de 3, il serait dans les plus forts de mon groupe de 3. Puis il a appris en autodidacte juste avec mes notes de cours. Ouais. J'ai cet élève-là en secondaire 1. Puis à côté de ça, ben, j'en ai qui ont de la misère à des notions de 2e puis 3e année. Donc, c'est difficile d'être adéquat pour une partie de la classe sans être inadéquat pour d'autres. C'est ça, c'est le classement qu'il faudrait. Puis là, on le sait qu'on ne peut pas faire ça. Parce que là, on l'a bien dit, c'est une utopie. Comment on pourrait arriver à mieux, je dirais, mettre du primer là, sur ta classe, pour que tout soit égal, là, sans avoir à faire ça? Est-ce que ce serait possible, par exemple, que les meilleurs deviennent tuteurs pour les moins bons, comme ça les responsabilise, ça leur permet... Je ne sais pas, là, je lance des idées. Ça pourrait être... Ça pourrait être difficile. Okay. Ça pourrait être difficile parce que il y en a qui ne veulent pas avoir l'air moins bon. Il y en a qui cachent. Il y en a qui veulent faire semblant d'être... Il y en a qui jouent des rôles. Là. J'ai des bons acteurs dans mes classes. Là. Il y en a qui, à première impression, qui développent des stratégies pour pas paraître avoir de la difficulté en classe. OK? Puis, c'est ça. Puis, il y a toujours la fameuse question de est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Parce que ils ont peur de paraître moins bons et d'autres ne veulent pas paraître bons parce que ça, c'est leur statut. Leur statut social, c'est je suis dans la classe, mais je veux être un petit bum. Je veux faire rire les autres. Puis là, ben, ça dépendamment de
qu'est-ce qui est valorisé, OK, dans l'entourage du jeune, dans ses amis, qui se fait à l'extérieur de la classe, à l'intérieur de la classe, qu'est-ce qui est véhiculé à la maison. Je veux dire, quand on arrive avec un élève qui se fait dire « Ah, c'est normal que tu sois pas bon, moi, je n'étais pas bon à l'école », bien, l'élève arrive en classe. Il n'y a pas le goût d'être bon. Bien, je veux dire, pourquoi je me forçais? De toute façon, c'est normal, je suis pas bon. C'est pas bon. Puis il se dit ça dans sa tête. Puis, je veux dire, puis tant qu'il va se dire ça dans sa tête, on s'entend, il va continuer d'être pas bon parce que dans sa tête, il l'est pas. Je veux dire, je suis rentré dans une salle d'évasion, moi, je suis pas bon avec les nœuds dans la vie. Je suis rentré dans une salle d'évasion, il y avait des nœuds à faire. Ça m'a pris 10 minutes à juste me dire, hey là, lâche le fait que tu n'es pas bon dans les nœuds, là, essaye. Puis là, j'ai essayé de faire des nœuds, puis là, j'ai réussi à résoudre l'énigme avec les nœuds. OK, parce que là, à un moment donné, c'est comme, on va bloquer là. Oui, c'est ça. Mais là, je me suis parlé, puis... permis d'essayer aussi. Là, c'est mon côté comme, j'ai fait de la pédagogie sur moi. Je suis arrivé, je me suis dit, là, c'est... Tu bloques. Tu es en train de boquer sur quelque chose qui ne fonctionne pas parce que tu te mets un frein sur « je suis pas capable ». Non, arrête de te dire que tu n'es pas capable. Avançons, essayons. Mais c'est difficile à détruire, cette conception-là. Des fois, je chicane mes élèves juste parce qu'ils se disent qu'ils sont pas bons ou qu'ils sont poches. Je dis « Hey, là, arrête de dire ça. Non, tu as de la misère. Oui. C'est pas facile. Parfait, c'est normal. C'est pas facile pour toi, mais... C'est injuste, c'est comme en sport. Je veux dire, il y en a qui vont pogner la twist tout de suite, puis d'autres qui vont la pogner plus tard. Oui. Puis c'est plus la loi de l'effort. Quand on sait que c'est plus la loi de l'effort qui va être payante au bout du compte, tu sais. Oui, mais... Parce que lui qui le pogne tout de suite, s'il met plus d'effort parce qu'il a l'impression qu'il l'a tout de suite, il va arrêter de grandir. Tandis que le moins bon qui va constamment mettre de l'effort, il va dépasser rapidement celui-là qui l'avait instinctivement au départ. Là. Oui. Oui, il y a une notion de travail, il y a une notion de talent naturel aussi, il y a une notion de facilité, une notion de... Je veux dire, on n'arrive pas tous avec la même curiosité, puis jeune, on ne s'est pas fait nourrir tout le temps avec la même... avec le même engrais, en ce sens, de curiosité. Quand on dit comment ça se passe, ça, je ne sais pas, c'est pas grave, puis je sais pas, on va chercher, on va trouver, puis on donne une réponse. Bien, ça donne le goût d'en apprendre plus, alors que quand... Tu sais, souvent, ça part de la maison. C'est pas juste là, mais... Ouais. Tu le sens encore au secondaire, l'effet un peu de la maison? Parce que, tu sais, des fois, on voit beaucoup ça au primaire, là, au niveau du respect, de la politesse. Des fois, ça fait dur, mais, tu sais, selon moi, c'est pas à l'école à apprendre ça, c'est à la maison, là, tu sais. Ah, souvent, ça fait encore plus dur. Ouais? Ouais, il y a des... Ben, là, je viens généraliser, puis j'aime pas ça généraliser, mais... C'est ça. Je veux dire, il y en a qui évoluent. Il y a des problèmes qui ont tendance à s'atténuer avec les années, parce qu'il y a des élèves qui développent des stratégies pour combattre, mettons, de l'impulsivité ou qui se trouvent des stratégies pour gérer l'attention. Il y a des élèves qui ont découvert que, avec une certaine médicamentation, je suis capable de fonctionner, puis ils fonctionnent avec ça. D'autres ont développé des stratégies, d'autres qu'on s'est rendu compte, mon Dieu, c'est un peu comme... des lunettes, là, je veux dire. On s'est rendu compte qu'il ne voyait pas, on lui a mis des lunettes, il s'est mis à voir. Donc, des fois, c'est des petits... pour l'aide à la lecture. Ça aide, mais au niveau de l'éducation en général, le fait que quand la maison collabore, ça paraît avec l'élève. Si le parent à la maison dit « Ah, ces profs-là, c'est tous des caves », bien, c'est difficile d'avoir un dialogue intéressant. Dialogue intéressant, mais le jeune, qu'est-ce qu'il entend, c'est que on est des... Je suis obligé d'être là, les profs sont caves. Exactement. On n'a pas le choix. Puis là, c'est le côté petit milieu qui vient rentrer. C'est qu'il y a beaucoup des enseignants avec qui je travaille, que là, ils ont des élèves, puis on a eu les parents. OK? J'étais aux rencontres de parents cet automne, puis là, j'entendais des collègues « Hey, je vous ai eu quand j'étais... » Pas à moi, parce que moi, ça fait pas assez longtemps encore, mais ça part de la... Oui. OK, j'ai commencé tard. Mais c'est ça, mais il y avait de mes collègues, mes voisins de classe, là, que j'avais leurs enfants, puis eux autres, il y avait eu... fait que là, ce qui fait que là, quand les parents voient sur l'horaire, je l'ai eu, des fois, ils ont une idée préconçue. Ouais. Puis ça teinte. Ça peut teinter positivement, comme ça peut teinter négativement. Là, c'est ça. Mais ça veut pas, ça apporte une notion biaisée là, de ce qu'on est. Puis parce qu'on a évolué avec les années, nous autres aussi. Oui, là. mais oui. Non, clairement, là, on prend de la maturité, de la sagesse, puis on est meilleur, en tout cas, j'espère, maintenant qu'au départ. Là. Ben, j'ose espérer, jusqu'à temps que, en tout cas, j'espère ne jamais devenir blasé. Là. Ben, ça, c'est le danger. Oui. Moi, en tout cas,
sur certaines affaires, des fois, je me trouve vieux, là. Tu sais, ça va vite, là. Entre autres, sur l'équité de genre, tu sais, là-dessus, je dois avouer que des fois, il faut... Parce que sinon, je vais vieillir... Je vais mal vieillir rapidement comme professeur de sciences politiques si je ne maîtrise pas ces notions-là, parce que les jeunes, c'est là qu'ils sont rendus, eux autres. Là. Mm-hmm. Toi, pénurie de main-d'œuvre. Là, je veux parler des problèmes qu'on a. Pénurie de main-d'œuvre, ça vous a touché beaucoup? Oui, et ça nous touche beaucoup encore. Encore. Bon, on ne réglera pas le problème de la pénurie de main-d'œuvre ici, entre toi et moi. On sait qu'il y a des solutions. Bon, tout le monde essaie de trouver. Ça ne sera pas simple parce qu'on, même si on la voyait venir, on ne faisait pas. Mais je veux parler de... Est-ce que c'est encore attirant, le métier d'enseignant? Parce que je sais quand j'étais petit, c'était une profession qui était bien vendue, on avait des bonnes conditions, puis on faisait un métier qui était important. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est mis un peu à dévaloriser l'éducation, l'intellectualisme ou le métier d'enseignant. T'as-tu cette impression-là? Puis est-ce qu'on est encore là ou on a l'impression que ça revient avec tous les manques, en fait, que le système, le manque d'amour que le système a eu là, depuis plein d'années? Ma question est claire? Moi, non, mais oui et non. Ben, c'est clair, mais c'est tellement... Est-ce que c'est plus valorisé? Est-ce que c'est encore attirant? Eh mon Dieu, c'est une excellente question. Est-ce que c'est encore attirant? Parce que moi, ce que je vois au cégep, c'est que depuis 10 ans, là, il y avait peu de gens qui disaient je veux aller en éducation. Mais là, depuis 2-3 ans, là, ça revient où j'ai des moitiés de classe qui veulent aller en éducation, comme s'il y avait un renouveau. Puis là, je voulais voir avec toi si tu sentais la même chose ou si j'étais un peu... Bien, toi, tu vois les jeunes au cégep qui sont en train de préciser leur choix de carrière parce que qui vont faire choisir leur université. Ou encore, toi, t'enseignes plus en technique ou... Non, les deux. Les deux? Oui. OK, mais ceux qui vont aller vers l'université, eux autres font leur choix vers l'université. Ouais. OK? Ce qui fait que tu es à même de voir les intérêts. Nous autres, au secondaire, souvent, là, surtout cette année que j'ai pas de secondaire 5, leur choix de carrière est vraiment loin d'eux. Là. Puis c'est pas nécessairement la discussion qu'on va avoir avec eux sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mettons, quand je croise mes secondaires 1... mais au-delà de tes élèves, oui. Dans la société civile aussi, tu parles à du monde, tu sais, Oui. qui parle de l'éducation puis qui ont toute une solution miracle, j'imagine. Hein? Oui, bien, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main pour venir. Puis ceux qui sont venus, on parle beaucoup de NLQ qui viennent depuis plusieurs années. Et il y en a beaucoup qui viennent pas longtemps. Ouais. Il y en a quelques-uns là, que, oui, puis soit qu'ils se découvrent, mais ceux qui se découvrent des passions, ou encore c'est des gens qui avaient commencé un parcours, mais qui leur reste à le terminer. Mm-hmm. OK? Puis qui avaient peut-être abandonné parce qu'ils voyaient qu'à certains moments, il n'y avait pas d'ouverture. Avoir un poste, ça prenait 20 ans. Ah oui. Là, avoir un poste, je veux dire, tu as un poste... 12 minutes. Et à peu près, ma fille vient de terminer en éducation il y a 2 ans. Elle enseigne depuis 2 ans à temps plein. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Donc, c'est plus facile d'entrer. Donc, de ce côté-là, ben, ça amène un certain encouragement. Si tu me disais demain matin, Sébastien, tu retournes refaire ton choix de carrière, je vais faire exactement le même choix. Ouais. Parce que ça m'allume encore d'enseigner à ces jeunes-là. J'ai l'impression que je peux façonner, je peux aider la société de demain à faire ça. Puis ça, c'est très gratifiant, ce niveau-là. Oui, oui. Autant que des fois, c'est comme que je pourrais tellement être plus utile à faire autre chose. Comme quand on a des tâches comme de remplir des formulaires. La reddition de compte, là. Ou corriger à pu finir pour produire absolument 3 bulletins par année. Je veux dire, ça, c'est tellement de la paperasse inutile. Ça sert à rien. C'est juste une bébelle politique pour faire plaisir aux électeurs. Mais dans le concret, ça nous nuit parce que on perd du temps à essayer de produire des notes. On ajoute un stress aux élèves pour produire des notes qu'on pourrait prendre ce temps-là pour aider les élèves à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire apprendre. Oui, leur apprendre à mieux apprendre. Oui, un peu, oui. Un Et peu là, on va la juste base. penser à ça compte-tu. Dans un monde idéal, là, il y a oui puis non à la fin comme résultat. T'es correct ou non? Ouais, tu maîtrises les outils ou tu les maîtrises pas. C'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça reste que enseigner, voir le jeune qui fait comme « Ah, hey, là, je comprends. » Et ça, là,
c'est magique, là. Ou même des voix plus tard. Là. Hier, j'étais à Oui. la radio, puis j'entendais un de mes anciens élèves qui est rendu journaliste à Sherbrooke. Puis là, j'étais « Wow! » Tu sais, c'est le fun de les voir grandir, puis de voir que, justement, le monde leur appartient, puis ils vont le changer parce qu'ils ont eu cette éducation-là. Exactement. Et vous autres, en pédagogie, est-ce que vous êtes limité dans le sens, êtes-vous... Nous, au cégep, on a quand même une certaine liberté. Tu sais, par exemple, moi, dans mes cours de politique, il n'y a aucun examen. Je ne crois pas tellement à la vertu des examens par rapport à ma discipline. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des disciplines où ça ne fait pas bien. Là. Moi, je ne crée pas des politologues. Les politologues, je les créerais si j'enseignais à l'université. Moi, je crée des citoyens. Fait que j'ai juste besoin de m'assurer qu'ils maîtrisent des outils et non pas qu'ils sachent plein d'affaires par cœur. Tu sais. Fait que je change ma pédagogie. Mais est-ce que vous avez cette liberté-là où le ministère est beaucoup plus... vous impose davantage la manière d'enseigner à l'intérieur de vos classes? Vous avez une certaine liberté là-dedans. On a une certaine... même à la limite, je dirais une très grande liberté parce que je prends toute la liberté que tu as besoin. Oui. Okay. Oh oui, puis j'aime ça innover, j'aime ça changer d'idée 25 fois, j'aime ça créer du matériel. Ouais. Ça m'allume. Puis essayer des nouvelles choses, faire des projets différents, évaluer autrement, j'embarque là-dedans. Ça reste que à certaines années, il y a des épreuves ministérielles. Puis les épreuves ministérielles, eux autres, malgré que tous les formations qu'on reçoit, soit d'essayer de faire autrement, on reçoit beaucoup on se fait encourager à faire ça, mais ça reste que les outils que le ministère avec lequel évalue sont hyper standardisés. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Bien, c'est comme s'il faudrait les entraîner à répondre à ces examens-là pour avoir un semblant... On donne beaucoup d'importance à ces examens-là. Oui, mais puis ils ne reflètent pas la réalité de ce qu'on nous suggère de faire pour amener à... On dirait que les examens ont été créés pour plaire à un lobby qui était un peu anti le renouveau pédagogique, qui voulait laisser ça comme c'était avant. Ouais. Puis que pour faire sortir des notes chiffrées pour faire plaisir aux parents, parce que pas avoir de notes chiffrées, c'était donc bien scandaleux. Et non, mais je veux dire, c'est comme l'impression qu'ils ont fait un outil imparfait, comme le moins pire entre l'ancien, le nouveau, puis ça a donné à peu près n'importe quoi. Mais quand on arrive, puis on fait des... Mettons, je vais le regarder pour les maths de 4, là, mais on fait des maths de 4, il faut les préparer pour cet examen-là, parce que nos élèves, 50% de leurs notes de l'année, dans une des compétences, ça va être ça. Va être en lien avec ça, ce qui fait que toute l'année, pour éviter d'avoir une modération, bien, on va évaluer super sévère pour être sûr qu'ils fassent mieux à l'examen de fin d'année que dans l'année, pour éviter que les notes soient baissées et au contraire, que les notes soient remontées. Puis là, d'une année à l'autre, l'examen n'est pas de difficulté égale. Si jamais il y a des années qu'il a été mauvais, tu peux être certain que l'année suivante, il va être facile. Il va être plus facile. C'est pas officiel, mais en tout cas, avoir les copies d'une année à l'autre, je peux te dire que... c'est drôle, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de maths de 4, là, parce que des fois, il y a des notions qui sont un peu loin. Si je suis capable de le faire sans réfléchir d'un bout à l'autre, c'est parce qu'il était plus facile. S'il y en a que je sais un peu comment on faisait ça, OK, oui. Ça, c'est une année qui était plus dure. Les jeunes, comment tu les trouves maintenant? Là, ma question, une sous-question très claire, là, je vais y aller même directement, comme ça tu pourras parler à Claire. Par exemple, moi, je sais que pour vous, mettons, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, c'est interdit dans l'école ou en classe. Nous, c'est le contraire. En fait, c'est à peu près 50-50. En tout cas, dans mon département, il y en a qui ne veulent rien savoir de ça. Puis d'autres, au contraire, qui disent, ben non, c'est un outil pédagogique, utilisons-le, c'est leur génération. Eux sont là-dedans, c'est là-dedans qu'ils sont nés, puis c'est là-dedans qu'ils vont être toute leur vie. Donc, il faut l'utiliser. Comment tu perçois ça? Puis est-ce que tu as l'impression que ça a changé un peu le tissu social, la sociabilité entre les jeunes, comment ils vont fonctionner? Je ne sais pas. Je te lance tout ça, là. Oui. Bien, jusqu'à l'année dernière, j'utilisais le téléphone cellulaire en classe couramment. OK. Mais depuis 2 ans, à peu près, j'étais en train de me questionner à savoir est-ce que je le maintiens ou je commence à l'interdire. OK. Pourquoi? Parce qu'au début, je croyais vraiment que je devais aider les élèves à apprendre à utiliser cet outil-là comme un outil de travail. Ouais. Et effectivement, ça peut être un outil de travail hyper génial. Personnellement,
je disais prendre des fois un élève, puis là, j'ai des plexiglas dans ma classe, où des élèves faisaient des problèmes au tableau, je voulais une trace, clac, pris en photo, merci, c'est fait. Des fois, je faisais ça, faites un problème, prends-le en photo, envoie-moi-le, surtout dans la pandémie. Ben oui. C'était comme tellement génial pour ça. Mais en même temps, je l'utiliserais, mais avec l'hyperconnectivité de l'appareil, ça devient... C'est le problème. C'est que apprendre à le laisser là, puis à ne pas se concentrer dessus pendant qu'il se passe quelque chose, ça, c'est difficile. C'est difficile pour les élèves, c'est difficile pour les adultes. C'est pas rare d'avoir une discussion avec quelqu'un, puis tu parles avec, puis... Oh. Absolument, absolument. Je suis le premier à faire ça. Oui, mais juste hier au souper, on se posait une question sur quelque chose. Puis, oui, ben regarde, voilà, c'est ça. La réponse. C'est ça la réponse, c'est comme ça, parfait. J'ai l'impression de l'avoir usé pour augmenter la véracité de notre discussion. Je veux dire, on cherchait une information, on est allé chercher tout de suite la réponse. Mais là, ce problème d'instantanéité-là, dans une classe, à un moment donné, il faut que les jeunes apprennent à attendre. Puis ça, attendre, c'est probablement ce qui est le plus difficile. OK? Tout va vite. Sur un appareil mobile, tu as la rétroaction immédiate. Ouais. OK? On dit que tu es champion. Dans tous les jeux, là, on dit que tu es un champion, en fait pas grand-chose, mais tu es donc bien extraordinaire d'avoir, je sais pas moi, tassé 4 blocs ensemble, puis ça fait pouf. OK? Là, c'est oh wow, extraordinaire! Je ne peux pas donner une rétroaction là aussi intense et aussi rapide que ça à tous mes élèves. Ouais. Ensuite, s'ils ne comprennent pas quelque chose, des fois, je commence une explication, puis là, il y a un mot, là, la main se lève. Mais là, je continue à parler. Il y a la main levée, il y a sa question. Je suis en train de répondre à sa question, mais il ne l'a pas encore posée. Oui, c'est ça. Mais là, il s'est concentré sur « j'ai ma question parce que là, je ne comprends pas tel bout ». Oui, c'est parce que c'est le début de ma phrase, là, tu vas voir la fin, et c'est là qu'on va voir l'explication complète, mais la main levée, puis son plus d'image, là, il veut sa réponse tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, ce côté instantanéité-là, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Et là, le fait de ne plus avoir l'appareil en classe, bien, ça amène un moment de déconnexion où est-ce que là, je suis en train de les éduquer à ne pas avoir le instantané. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que moi, tu vois, je travaille au cégep, c'est des adultes. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je me dis, moi, je m'en sers comme outil. Puis ceux qui veulent perdre leur temps avec ça, puis qui ne sont pas concentrés, je me dis, écoute, ils sont responsables de leur éducation, c'est rendu des adultes. Là. Moi, je travaille avec ceux qui veulent travailler. Tu sais, j'ai cette liberté-là que vous avez peut-être moi au secondaire. Hein. C'est la liberté que je prenais avant. Mais là, je trouve que j'étais en train de me nuire dans ma pédagogie. Et là, cette année, j'ai profité du fait que dans l'école, parce que moi, j'ai changé d'école cette année. Okay. J'ai fait une mutation. J'étais à Polyvalente des 80 l'année dernière. Cette année, j'utilise cette facilité-là que j'ai. Ouais. Là, c'est rendu interdit dans toute l'école. Bien, je l'ai interdit moi aussi. Donc, je n'ai pas à le gérer. J'ai pas non plus... ouais, mais pourquoi tu le permettais l'année passée? Là? Il y a ça aussi. Puis tu vois la différence dans tes classes. Là, je vois la différence. Okay. Je vois la différence. Tu sais, je vois plus de jeunes comme ça, avec la tête entre les deux jambes, là, qui sont en train de texter pendant... Ça, je le vois plus. Tu sais, il n'y a plus d'élèves qui cherchent donc bien une toune pendant 5 minutes pour avoir la belle trame sonore pour faire Pour pas écouter plus. C'est ça. Non, mais je veux dire, pour faire quand il y a le temps de travailler. Parce que, tu sais, je pense pas qu'à 75 minutes à faire du magistral. Ben non, j'espère. Je veux dire, on sait, les mathématiques, c'est beaucoup la pratique, là, les exercices. Oui, mais c'est ça. Sauf que quand Maintenant, tu sais, le petit côté, avoir le corrigé à portée de main, là, il faut avoir le corrigé plus papier, ça prend plus de place. Je pourrais demander les ordinateurs, on n'a pas le courant nécessaire dans la classe pour les avoir. Donc, c'est comme, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais là, j'en profite. Puis là, je l'apprécie quand même, le fait que je l'ai pu, malgré que des fois, je fais comme, là, ça aurait été pratique de les avoir. Mais là, je m'en passe. C'est arrivé pour une fois, j'ai demandé un devoir, je dis apportez-le en classe. Je ne l'ai pas plus utilisé que pour faire un devoir, c'est de prendre une photo de quelque chose, me montrer dans la vraie vie un concept mathématique quelconque.
Mais avant, je l'utilisais beaucoup plus que ça. Mais cette année, je l'utilise bien pour qu'il ne me manque pas non plus. Ouais. Fait que je fais comme... Finalement, je t'ai peut-être rendu à, justement, déconnecter. On est peut-être rendu surconnecté. Fait que si on peut avoir ce moment-là, puis là, je pense que ça rejoint un peu de ce que tu discutais avec Francis lors de l'autre épisode. Ouais. Et puis, mais c'est ça, ce côté, se déconnecter, ben, ça permet au moins de ne pas avoir cette distraction-là. Ouais, ouais. Mais ça reste... C'est pas un outil à dire que ça n'a pas sa place, mais... Non, le problème, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est pas l'outil. L'outil mais est comme... génial, non, parce que l'avoir au quotidien, je dirais que c'est peut-être trop, mais l'utiliser à bon escient, avec une idée, avec une intention pédagogique précise, oui. Ouais. Non, parce que là, on est là, mais là, après ça, ça va être l'intelligence artificielle. Là. On est déjà dans ces réflexions-là, nous autres au cégep, avec le chat GPT de ce monde, etc. Là. Parce que moi, j'ai des profs qui veulent rien savoir, puis qui ont peur, puis que c'est la tricherie, puis il y en a d'autres qui l'utilisent déjà pour aider leur pédagogie, puis ça fonctionne très bien. Ça dépend vraiment de l'approche, je pense. Là. Mais il va falloir, à un moment donné, collectivement aussi réfléchir à ça, j'ai l'impression. Oui, ben, tu vois, il y a 8 ans, j'ai découvert une application qui s'appelle Photomat. Tu écris une équation, si tu sais bien écrire, là, avec des lettres qui se reconnaissent. Tu prends la photo, il résout. OK. Il résout pour toi. Et en plus, on peut voir la démarche, comment l'ordinateur le fait. C'est à la fois génial et épeurant. C'est génial parce que l'élève est seul avec son exercice qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à faire, il peut prendre son équation en photo, s'essayer. Ah, c'est comme ça qu'il l'a fait, parfait, en réessayer un autre. Un élève qui veut apprendre, il peut utiliser ça pour apprendre de façon incroyable. Puis s'il dit, hey, j'aurais encore besoin de pratique, il peut s'écrire à la limite un exercice. Est-ce que je suis capable de faire celui-là qui a l'air vraiment gigantesque? Il le prend en photo, la machine le résout pour toi, fait que tu as le corrigé, toi tu l'essayes, tu peux aller vérifier. C'est génial. En même temps, ça peut amener de la tricherie, puis des gens qui tournent les coins ronds. Puis... Exactement. Justement, à cause de la technologie, moi, j'utilise beaucoup la technologie pour générer des données aléatoires à mes élèves. Le même problème avec des données différentes pour tout le monde. Ouais. Moi, je l'ai programmé, je le rentre, ça me donne les résultats intermédiaires. J'utilise ça beaucoup. Ce qui fait que je peux donner un problème à faire à la maison que, bon, à la limite, ils pourraient payer quelqu'un pour le faire à leur place, là. Ouais. Mais chaque élève a son problème différent. Ils vont tous avoir des réponses différentes, ce qui fait que, sans me donner trop de corrections supplémentaires, parce que ça aussi, il faut à un moment donné... Oui, il faut corriger. Oh, oui. Non, C'est ça. C'est plus facile de corriger 30 fois la même copie que 30 copies différentes. Là. Oui, absolument. Je veux dire, surtout qu'il faut que tu valides toutes les étapes, là. C'est pas juste la réponse. Là. Oh oui. En même temps, à un moment donné, on développe des trucs. Hein? Je veux dire, c'est ça l'expérience aussi. Ouais. Hein? On développe des trucs. Des fois, on a besoin de regarder 2-3 affaires. Si les 2-3 affaires sont là, on sait que le reste est là. Fait que on essaie de repérer. Et puis, parce que sinon, on pourrait passer des semaines sur une... Ben, j'exagère. On parle souvent d'éducation du modèle scandinave parce qu'il est probant, là, je veux dire, on voit bien. Puis entre autres, eux autres, au primaire, c'est 2 enseignants pour 20 élèves. Là, on le sait que chez nous, on ne pourrait pas faire ça parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais tu n'as pas l'impression des fois qu'on ne copie pas les bons modèles puis qu'on s'inspire des fois de vieux modèles d'éducation qui, je ne dirais pas qu'ils sont passés date, mais on est rendu ailleurs puis on dirait je ne sais pas, peut-être que c'est même le corps enseignant ou les institutions qui ne veulent pas nécessairement mettre de l'avant, changer, là, tu sais, changer de paradigme. Là, les gens sont bien frileux à faire ça. Là. C'est quoi ta réflexion là-dessus? Bien, changer, ça fait peur. Oui, ça, c'est démontré par la science. C'est tout ce qui est nouveau va faire peur. Tu vas avoir une partie qui va réagir à ça. Mais même quand on donne des exemples, là, de dire « Regarde, là, ça marche. » Oui. Tout exemple extérieur que tu peux amener, oui, ça marche, tu l'amènes ici. Il y a une réalité culturelle, une réalité locale qui va être différente d'un endroit à l'autre. Puis appliquer à A puis à B la même chose, à mon avis, ça ne marche pas. Ce qui fait que tu dois avoir une certaine malléabilité pour jouer avec ta façon d'être. Puis il faut que l'éducateur aussi se respecte. Si tu demandes à...
si tu me demandes d'appliquer la méthode que l'autre applique, puis je la vis pas, je la sens pas, je serai pas aussi bon que si je le fais. Naturellement, c'est toi qui l'as réfléchi puis qui l'a. Oui, qui oui. élève En même temps, aussi. essayer de s'améliorer, j'y crois énormément. Modifier les pratiques, apporter un modèle différent. Moi, je pense qu'on pourrait avoir un meilleur système d'éducation si on enseignait moins. Ouais. C'est ça. Non. Comme ça, en ce sens que. Mais occupe les élèves avec quelqu'un qui n'est pas un enseignant à faire des activités pendant une période de la journée. Ouais. Divise ta masse d'élèves par un plus grand diviseur parce que là, une partie des élèves est occupée par un animateur quelconque pendant une période de temps. J'ai des plus petits groupes, je vais faire un meilleur travail avec ceux qui sont là. Je vais enseigner autant de temps à plus d'élèves. OK? Parce qu'ils vont se... Et puis, à ce moment-là, j'ai l'impression que je préfère un meilleur travail. Puis en renseignant, est-ce que vous partagez beaucoup les pédagogies? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement pris dans la reddition de comptes, les photocopies, enseigner, monter nos affaires, que finalement, on ne partage pas tant que ça au niveau de la pédagogie. Puis souvent, on regarde un peu quand ça ne vient pas nous rejoindre, plutôt qu'être à l'écoute de comment l'autre fonctionne, pour faire, ça pourrait être le fun, puis de voir comment on peut l'adapter justement à notre manière d'enseigner. On va être plutôt on va regarder ça un peu de loin. As-tu cette impression-là? Ou... Là, ça dépend beaucoup avec les collègues avec qui tu vas travailler. Ça dépend de l'horaire. Okay. L'horaire maître, si ça donne que dans les périodes que tu es libre en même temps que quelqu'un qui peut-être peut t'allumer pédagogiquement, puis là, tu commences à avoir des discussions avec lui, ça va. Je veux dire, moi, quand j'étais à Polyvalente des 80 l'année dernière, on était 60 enseignants. Dans notre salle de personnel, on était à peu près une vingtaine, mais je voyais toujours juste les 5 mêmes personnes parce que dans l'horaire, on était en période libre en même temps. Fait que si ça fit avec ce monde-là de développer des projets, de discuter, ça marche, mais si ça tombe pas sur des gens avec qui tu t'entends nécessairement bien, ou, tu sais, je voudrais bien travailler ma pédagogie mathématique avec la prof d'éthique et culture religieuse. Je veux dire, c'est difficile, oui, pour des gestions de comportement, des gestions de code d'élèves, ça peut bien aller, mais pour parler pédagogie, là, ça peut être plus difficile. J'ai travaillé beaucoup avec les 2 enseignantes de secondaire 1 l'année dernière, j'étais en secondaire 3 et secondaire 5. On avait un bel échange. Cette année, j'ai réussi à faire mes discussions pédagogiques avec la personne avec qui je covoiture pour aller travailler. Parce qu'on enseigne tous les deux la même matière aux mêmes élèves. Fait que là, c'est là qu'on a nos discussions, puis on partage, on est allé en congrès ensemble. Ça a été quasiment aussi formateur, le 5 heures de route pour se rendre à Victoriaville et le retour que le congrès. Là. Moi, je reviens du Forum étudiant à l'Assemblée nationale, là, puis c'est une expérience pédagogique hallucinante pour les jeunes. Mais on oublie que pour les profs, c'est un incubateur d'idées parce qu'on rencontre des profs qui enseignent la même discipline puis qui viennent d'un peu partout. Puis on s'aperçoit rapidement que même si on enseigne la même matière puis que les pédagogies semblent pouvoir se transférer, nos contextes ne sont pas pareils. Je veux dire, moi, je ne peux pas enseigner de la même manière comme mon ami Thomas qui enseigne dans le nord de Montréal, dans les quartiers plus difficiles, multiculturels, etc. Tu sais, on n'a pas les mêmes réalités, donc ça ne s'applique pas toujours de la même manière, mais il reste que ça peut nous inspirer. Tu sais, ça peut être inspirant quand même discuter de pédagogie. Est-ce qu'on le fait assez ou on ne le fait pas assez? Pas assez, mais l'organisation fait en sorte qu'on a très peu de temps en dehors pour le faire parce que, justement, on est soit en train de donner des cours, soit en période libre. Dans les périodes libres, en période libre, planification, les rencontres, les appels aux parents, les plans d'intervention, toute la poutine administrative qu'il peut y avoir. Donc, du temps pour dire on parle pédagogie, s'asseoir pour parler de pédagogie avec les gens, on a très peu de temps. Des fois, c'est « Ah, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait telle affaire. Regarde ça, qu'est-ce que tu en penses? » Ça, oui, des fois, ça se passe. Il y en a qui sont plus mettons, il y en a qui font le même cours depuis plusieurs années, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Tu sais, ils sont développés un certain confort, puis plus difficile le changement. D'autres... Ça peut devenir dangereux avec le temps, par exemple, ça. Oui, mais en même temps, je veux dire, qui suis-je pour les juger? Moi, je trouve que jamais ça remet en question, peu importe le domaine. Oui, non, je
suis essentiellement d'accord avec toi. Puis, je veux dire, ça fait 5 ans que je fais du secondaire 3. Cette année, j'ai du secondaire 3. J'ai du 1 pour la première fois depuis 7 ans. Fait que là, je mets beaucoup d'énergie sur mon 1. J'aurais pu décider de rouler mon 3 sur du pilote automatique. Ben oui. Mais tu continues. Mais non, j'ai quand même modifié la moitié de mes affaires. C'est là où, moi, ma discipline, elle m'aide. Parce que moi, la politique, elle change à tous les jours. Ça fait que les cours, il faut que j'y retravaille toutes les années. Ça se pourrait pas donner le même. Il y a des blocs qui s'ordonnent, là, mais en général, parce que ça va extrêmement vite. Hey, Sébastien, je le savais que ça allait passer vite. On aurait pu, je pense, parler d'une semaine de temps. Sérieux? Il reste 5 minutes, même pas 4. Mettons que tu parles à quelqu'un qui, là, en ce moment, cherche un plan de carrière et dit « Moi, l'enseignement, ça m'intéresserait. » Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futurs enseignants? Tu sais, parce que tu dis, avec le temps, on gagne de l'expérience, mais ton expérience, toi, là, mettons là, que tu as un jeune qui vient te voir, moi, j'aimerais ça enseigner. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais me donner? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aux futurs enseignants? Arrête pas de rêver. Aime ça. OK? Crois-y. OK? Puis peut-être que des gens vont te dire que ça sert à rien. Si tu y crois, ça sert pas à rien. Ouais. OK? Donc, fais-toi confiance. Puis vas-y. Si tu y vas pour avoir tous tes étés libres, viens pas. Ouais, c'est ça. Tu ne tiendras pas 2 semaines. Ouais. Faut quelque part. Faut que tu aies la vocation. J'aime pas le mot vocation, mais il faut que tu aimes les jeunes. Oui. OK? Avec leurs qualités puis leurs défauts. Puis de les voir grandir. Moi, j'aime tellement ça, les voir éclore, les oui, jeunes. C'est ça, mais il faut quelque part, il faut que tu aimes ça. Il faut que ça, quelque part, ça t'allume. Ouais. OK? De les voir parce que, je veux dire, au quotidien, on reçoit beaucoup ils vont nous bougonner d'en face. Les parents vont écrire, des fois, pas toujours de façon adéquate. Ouais. Des fois, la politesse, le respect, c'est bon. Oui, après ça, les directions, aussi dévouées soient-elles, ne sont pas toujours dans ton dos pour te voir et te faire « Hey, bravo, belle période. Ouais. » là. Je veux dire, ce qui fait que notre encouragement, nous autres mêmes, il faut se le faire soi-même. Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire... faut être fier de nos bons coups, quasiment, sans être vantard, là, mais tu sais, être capable de dire « Wow, là, j'ai réussi quelque chose. » tu sais. Oui, puis quand ça va pas, ben faut accepter que ça va pas. Mais ce que je veux dire... remettre en question aussi. Oui, mais je crois, quelque part, ça prend comme c'est comme avoir la foi en soi. Tu sais, je veux dire, croire que on fait de notre mieux, puis qu'on veut s'améliorer, mais c'est ça que je voudrais dire aux jeunes, commence, crois en toi, puis fais de ton mieux, puis quand ça va pas, t'es pas fini, c'est fais mieux. Tu veux que tes élèves apprennent, continue à apprendre. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un processus qui va durer, j'espère, toute ma carrière, je vais continuer à apprendre. Là-dedans. Parce que c'est ça qui est le fun dans l'éducation, c'est qu'on apprend. Alors moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. On apprend constamment, on crée des jeunes, puis là, tu les vois grandir, tu vois les étoiles dans les yeux, tu les vois comprendre, tu les vois s'investir dans... Pas tous, là, mais ceux que tu vois, là, je trouve que c'est ça notre plus beau salaire. Puis, on est toujours connecté sur la jeunesse. Ouais. OK? Ce qui fait que... C'est plus dur on vieillit moins vite dans notre tête, je parle pas de notre corps. Non, mais ce que je veux dire, c'est des fois, je parle avec d'autres gens qui ne sont pas dans l'éducation. Mettons, moi, j'arrive à la fin de la quarantaine, je parle avec des gens qui ont en trentaine, puis la façon dont ils parlent des jeunes, c'est comme, ils sont nommés bonhommes, eux autres. Ouais. Tu sais, les jeunes, c'est pas ça. Oui, ben non. Parce que moi, les jeunes, je suis tout le temps dans ce bain-là. Ben oui. Donc, ça, ben, c'est un peu... Autant que, des fois, tout le monde a l'impression de connaître l'école parce qu'ils sont déjà allés. Ben moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît les jeunes parce que je les vois au quotidien, puis ils devraient les... Non, c'est pas vrai, à un moment donné... Non, moi, je trouve qu'ils me font grandir, là. Beaucoup de questions, des fois, que justement, que je me trouve bonhomme, je leur pose des questions, ils me répondent, ça me fait réfléchir, ça me fait grandir. Bref, merci Sébastien de cette formidable discussion. Je pense qu'on pourrait faire une série juste là-dessus, parler d'éducation. C'est important, fantastique. Donc, merci beaucoup Sébastien Roy, enseignant en mathématiques à la Polyvalente de Normandin. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Code. Bonne semaine.
bien d'avoir une routine, mais pas de trop la remplir. C'est de trouver un juste milieu. Tu sais, dans ma journée, là, des fois, il y a des choses qui viennent me chercher. Puis, ben là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi je ressens ça? Pour mieux comprendre. Puis quand tu comprends mieux ton émotion, puis pourquoi tu la ressens, bien, ça enlève de la pression, là. Je mets ma musique quétaine que mon chum n'est pas capable d'entendre, puis je danse. Prendre le temps de respirer, de sentir les choses. Tu sais, là, des bonnes inspirations, là. Mettons, là, je sais pas, là, je suis dans mon canot, là, sur une rivière, puis là, je fais... Ça sent la forêt, ça sent l'eau, il n'y a pas de bruit, là. Je respire, ça sent bon. Moi, je vais dehors, j'écoute de la musique, je danse aussi. Des fois, j'ai dansé tantôt un peu. Oh ouais, je prends en marche des marches. Moi, ma vie, c'est ça. J'adore tout ce qui bouge. J'aime chanter, j'aime danser, Je suis full heureuse. Jouer à un jeu avec mes proches que j'aime, ça, c'est un beau moment que j'ai. Faut s'arrêter, puis aller à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur. Le physique, l'extérieur, c'est beau. Mais si on ne va pas bien à l'intérieur, il faut toujours aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Et si moi, je prends ma responsabilité mentale, je prends ma responsabilité affective pour être le plus possible en équilibre, je peux donner ma meilleure version de moi. C'est de profiter des petites choses du quotidien, de se faire plaisir à soi-même, puis de s'acheter la palette de chocolat qu'on a envie au dépanneur ou d'écouter la série de télé qui nous fait triper durant la semaine. Puis de ne pas se culpabiliser pour ça, de vraiment le faire pour soi, puis parce que ça nous fait du bien. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mets sur moi.